Team Fazli a d'ores et déjà marqué le but du week-end. Pour nous, c'était ce soir à Genève lors du match entre Saint-Gall et Servette Saint-Gall qui s'est imposé sur le score de 2-0. C'est l'heure du temps additionnel. Comme chaque samedi soir, on revient sur les deux rencontres de Super League avec Gabé Chapuisat, avec Johan Lonfa. On parlera évidemment aussi de Challenge League. Avant de commencer, messieurs, je vous propose de me dire ce que vous retenez de cette soirée. On commence par vous, Gabé. Le goal de Fazli qui sera le goal du week-end, une lucarne incroyable. Des goals comme ça, chapeau. Johan? La frappe d'Imery sur la barre, ben voilà. À l'inverse de Fazli où le ballon vient se loger dans la lucarne, celui d'Imery malheureusement touche la barre et ça symbolise bien le Servette actuel. Bien, pour moi, c'était la troisième défaite consécutive pour Servette, la quatrième en 5 rencontres. On reviendra sur ce match d'ici quelques instants. D'abord, je vous propose de parler du premier match de la soirée. C'était entre Lugano et Grasshopper, deux formations aux dynamiques opposées. C'est Nicolas Menecre qui vous résume cette partie. Un chiffre, 4. Comme le nombre de matchs en Super League sans défaite pour le 7e de la hiérarchie, Getse, et sans victoire pour Lugano, 4e. Les derniers résultats parlent pour les sauterelles en noir aujourd'hui. Le classement pour les Tessinois, tous de blanc vêtus. Le jeu a lui d'abord parlé pour Grasshopper, plus entreprenant. Mais à l'exception de ce but annulé, les visiteurs n'ont guère été dangereux avant le repos. Sur cette séquence, l'arbitre Esther Stabli est intervenu pour signaler une faute sur Ziegler. Le fait de la première mi-temps restera la blessure de Maric, le jour de ses 38 ans. Le défenseur a 2 semaines pour se remettre s'il veut jouer la finale de la Coupe. On n'a pas été gâté par le spectacle lors des 45 premières minutes au Cornaredo. Tout change au retour des vestiaires. D'abord, l'arbitre assistant lève son drapeau sur cette réussite de Tselar. Aucune image ne permettant d'être certain qu'il a tort, le but est effectivement annulé. Et moins de 3 minutes plus tard, Bonatini ouvre le score. L'attaquant se joue d'Airizi avant de tirer au ras du poteau. Lugano n'est pas verni sur le coup. Les joueurs de Mattia Crocci-Torti ont le mérite de ne pas s'apitoyer sur leur sort. Avec Amoura, ils font trembler une première fois les sauterelles. Moreira est tout heureux de voir le poteau venir à son secours. Peu après, l'entrée de Botani change la dynamique de la partie. Le feu follet luganais est à l'origine de cette action. Il fait la différence sur le côté et sert un caviar à Sabatini. La montée en puissance des Tessinois est récompensée. C'est un partout à un quart d'heure du terme. Et cela aurait dû être 2-1 sur ce corner. Ziegler est certainement encore en train de se demander comment il a fait pour ne pas profiter de la déviation de Daprela. Daprela, on le retrouve pour sauver Saipi et son équipe quelques minutes plus tard. Et sur le corner, Kawabe pense donner la victoire à son équipe, mais il est hors jeu. Ce match pouvait difficilement se terminer autrement que par un but annulé, le 3e ce soir. Match nul logique au Cornaredo. Avec tout ce qu'on a investi dans ce match, une victoire aurait été méritée. Mais à la fin, eux aussi, ils ont des occasions. Donc je pense un point pour les deux équipes, c'est mérité. Et après la première mi-temps qu'on a fait, on peut dire qu'on s'en sort bien. Mais je pense qu'on est bien revenu. On est bien revenu en deuxième mi-temps. Et sur ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, je pense qu'on aurait eu moyen de remporter les 3 points. Mais bon, voilà, on vient de 3 défaites consécutives en championnat. On prend ce point et on va de l'avant. Voilà pour cette rencontre. On va revenir sur plusieurs moments de ce match. Le premier moment que vous avez voulu revoir, c'est la blessure de Maric. Vous êtes assez d'accord, messieurs, pour dire que ce sera très très difficile de voir Maric en finale de coupe. Il met un terme à sa carrière au terme de cette rencontre. C'était peut-être ses dernières minutes. Oui, apparemment, il n'a pas reçu un coup. Donc il revenait d'une blessure, une déchirure. Et là, vraisemblablement, cette déchirure s'est réveillée. Une déchirure, 2 semaines, ça me paraît impossible, surtout à 38 ans. On récupère plus difficilement qu'à 19. Pour moi, je pense qu'on a vu malheureusement le dernier match de Mijat Maric sur les terrains. Dommage parce qu'il aurait mérité de finir en apothéose avec la finale de coupe, mais là, je crois que j'aime pas parler de l'âge parce que moi j'ai aussi, c'est peut-être l'année de trop. Là, on sait, il sort d'une blessure déjà assez grave. Là, je pense qu'il y a récidive et
La finale est dans 15 jours. Non, je pense que Maric a joué ces dernières minutes, malheureusement pour lui. Finale le 15 mai. J'aimerais juste vous entendre encore sur Bottani. On en parlait en début de soirée. Bottani à Lugano. Lugano sans Bottani, c'est pas pareil. Bah oui, c'est le seul qu'il y a au niveau offensif. Bon, il a un rôle assez intéressant dans le sens qu'il joue toujours avec une seule vraie pointe. Bottani est un électron libre qui voyage derrière l'attaquant. Et chaque fois, il a des inspirations, il a le niveau technique et les idées. Et puis, voilà, encore aujourd'hui, son entrée a été déterminante en délivrant un assist magnifique pour Sabatini. Allez, on ouvre le dossier épineux avec les 2 épisodes, avec les 2 buts annulés par Esther Staubli. Sur le premier but, celui de Getse, on est assez d'accord sur cette annulation ou pas forcément? Ouais, c'est difficile, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. On voit certes Ziegler qui s'écroule, mais bon, ça ne m'a pas paru être un contact incroyable. Surtout qui marque... Momo, c'est Momo qui marque de la tête. Momo vient vraiment depuis derrière. Je pense que lui, il ne fait pas faute. C'est peut-être un autre joueur qui pousse Ziegler. Bon, il n'y a pas eu énormément de remontrances envers l'arbitre de la part des joueurs de Getse, ce qui laisse entendre que finalement il y avait quand même une faute. C'était l'épisode de la 21e minute. On propose la deuxième, celle de la 55e minute. Elle est pour vous, Gabet. Oui. Donc hors-jeu, a priori, de Jan Sellar sur ce but de lui. Vraiment, ça joue au millimètre. C'est magnifique action. C'est Lovridge qui donne une balle directe magnifique pour Sellar qui était très très bon à la conclusion. Et là, l'important, on voit à départ du ballon. Pour moi, j'ai l'impression que Seco, là, ils coupent leur jeu. C'est une question de millimètres. Gros point d'interrogation, tant qu'on n'aura pas les outils où on peut vraiment tirer très là, on doit se fier d'après les lignes du gazon et tout ça. Là, je suis pas convaincu. Mais... Ça a été checké à la VAR, donc cette séquence a été checkée à la VAR. Oui, et la VAR a dit qu'il y avait... Par M. Scherer, qui est soi-disant notre numéro 1 national qui a pris des galons, je vous rappelle. Ouais, il était à Manchester. Oui, il était numéro 4, je crois. On est bien d'accord. Bravo. Mais il peut se tromper. Donc, moi, je pense que là, c'était une erreur de la VAR. Une de plus, vous me direz. Le petit tacle de Gabet, c'est le moment de passer à la deuxième rencontre de la soirée. C'était le match à Genève, match entre Servette et Saint-Gall. Servette qui restait quand même sur 3 revers en 4 matchs, dont 2 consécutifs contre Getse et contre IB. C'est surtout le revers contre IB la semaine dernière qui nous interrogeait avec une équipe un peu sans âme comme ça. Mais Servette s'est créé les occasions les plus franches de la première période, même si Saint-Gall est mieux rentré dans la rencontre. Il y a l'occasion de la 20e avec le centre de Clichy, Bedia qui remet à Imeri et puis Ziggy qui repousse et Cognac qui rate le cadre. Oui, tout est bien exécuté dans cette action. La remise de Bedia à Imeri, la frappe d'Imeri enroulée, bel arrêt de Ziggy et puis Cognac qui, on le voit, est certainement gêné. Il a manqué ce petit temps d'avance pour la coller au fond. 33e, le bijou d'Imeri, ça termine sur le poteau. C'était le coup de cœur de Yann, mais c'est vrai, on connaît Emery, il a une frappe incroyable, et puis là, 25 mètres, et Ziggy sans réaction, non, c'était goal, ça aurait été, je pense, encore plus beau goal que Fazliji, malheureusement, voilà. Mais bon, voilà, c'était un petit peu à l'image du Servette d'aujourd'hui, un peu de malchance et surtout beaucoup de manque de réalisme. Très rapidement, Imeri, pour vous, c'est quoi? C'est quel genre de joueur? Merci, Gabet. Non, mais non, on sait que c'est un super talentueux. Moi, je sais pas, à Servette, une fois sur le côté gauche, une fois dans l'axe et tout ça, j'aimerais qu'une fois qu'on se fixe. C'est vrai qu'il est intéressant quand il joue sur le côté gauche, quand il rentre sur son pied droit. Je crois qu'il a déjà montré sa capacité à cadrer. Non, c'est un joueur du futur, 2020, 22 ans. C'est le moment qu'il a de voir à l'étranger si l'herbe est plus verte. Et en tout cas, il en a le talent. Ouais. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'Imeri, si on parle de lui, quel championnat lui conviendrait le mieux? Parce que c'est vrai qu'on est presque tous d'accord à dire qu'il va quitter le Servette, il a franchi un palier. Quel est le championnat où il pourrait le mieux s'émanciper? Est-ce que c'est des championnats de style latin ou plus anglo-saxon? Voilà.
on le voit plus dans un championnat latin. Ça parle de l'Eintracht Francfort, par exemple. Vous le verriez bien là-bas? J'ai entendu que Bundesliga le concerne. Alors après, il a des qualités qui permettra aussi de jouer. Alors, on n'est plus dans les stéréotypes de l'allemand et du jeu allemand très physique. Il y a maintenant des équipes allemandes qui savent jouer. Hein. On voit Leipzig, on voit Bayern Munich, bien sûr, et Francfort. Non, ce sera certainement une destination intéressante pour lui. Bien, alors on reprend le fil de la rencontre. À la mi-temps, il n'y avait pas eu de but, ni d'un côté ni de l'autre. On était à 0-0. Et puis on vous propose le coup de cœur de Gabet. C'est un peu le nôtre aussi. Le but de Fazli pour l'ouverture du score. Quelle frappe! Ça va tellement vite, ça va tellement fort. Il y a tout qui est beau là-dessus. Oui, on était un petit peu déçus du début de la deuxième mi-temps, des deux équipes, peu d'occasions et tout ça, jusqu'à cet éclair. Et Fazli, lui, c'est le couteau suisse, il joue à tous les postes, sauf centrement. Et puis là, il rentre sur son pied droit, 18 mètres, croisé, lucarne, inarrêtable. Deuxième but de la saison pour Somptueux, j'ai oublié de donner le... C'est vrai, c'était votre mot. Vous vouliez le placer, Gabet. Oui, mais... Bien joué, c'est fait. On ne peut pas dire le contraire. On regarde le but de Lungoï encore. C'est en toute fin de match que ça se passe, 88e minute. C'est le 2-0 avec un ballon qui arrive depuis la gauche de la part de Jankiewicz. Oui, là, on joue les dernières minutes et puis on voit que Servette n'y est plus vraiment. On prend des risques forcément à la construction. Et Jankiewicz qui arrive à déborder pour trouver Lungoï un peu seul. C'est un but peut-être un peu anecdotique parce qu'on joue la 88e et Servette avait eu quand même pas mal d'occasions, on l'avait vu, mais mal exploité malheureusement dans le geste final. Mais la différence entre les deux équipes, c'est le goal des deux remplaçants. Ouais, et je pense que la différence, les remplaçants servettiens n'ont pas été de même qualité. Ça montre aussi qu'à Saint-Gall, il y a tout un esprit d'équipe et puis ils vont être très difficiles à battre en finale de coupe. Hein. Il y a vraiment tout le monde qui se met au diapason. Et je trouve ce bloc, cet esprit collectif saint-gallois remarquable. Et aujourd'hui, ils n'ont pas joué avec leur meilleure carte, surtout offensive. Guy Menot qui a fait un super parcours 2022. Fonmos, qui est en forme actuellement. Donc, c'est vrai que ce Saint-Gall, meilleure équipe certainement 2022, je ne vais pas me tromper, sera pour moi le favori de la Coupe Suisse. Il y en a aussi un Lungoï formé à Servette, passé par les jeunes de Servette. Puis peut-être, juste une petite parenthèse, on a parlé de Lugano qui mise tout sur la Coupe et qui donne l'impression d'avoir tiré la prise, de faire un all-in sur la Coupe. Ce n'est pas le cas de Saint-Gall. Non, parce que Saint-Gall peut être encore qualifié, peut finir troisième. Aujourd'hui, ils reviennent à 47 points, à 3 points d'IB. Il suffit que IB se prenne le pied dans le tapis demain à Sion. On sait qu'IB actuellement est vraiment en difficulté. Et puis je vous rappelle qu'il y a encore, je crois, la 34e journée, il y a un certain IB Saint-Gall. Donc Saint-Gall pourrait jouer sur les deux tableaux. Absolument. Alors, voilà, pour ce qui est du fil de la rencontre, nous, ce qu'on a voulu isoler, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est le manque d'efficacité du Servette FC par la dernière passe, la dernière frappe. Il y en a eu de ces occasions, 32e, 66e, 73e, 80e. Voilà, une succession de mauvaises décisions qui font que Servette n'a pas trouvé le moyen de marquer ce soir. Alors, on dit souvent que le foot, ça joue sur des détails. Et effectivement, les prises de décision, aujourd'hui, elles n'étaient pas franchement du côté servettien. Là, on connaît l'altruisme de Stevanovic. Aurait-il pu frapper en première intention du pied gauche? Semble-t-il que oui. Et puis, il y a encore 2 ou 3 mauvais choix dans la dernière passe. Cette action de contre qui est un petit peu... on balbutie un petit peu le dernier geste. On fait pas le bon choix. Et finalement, encore cette action où là, me semble-t-il, un plat de pied, une reprise instantanée de la part de Rodelin aurait été idéal. Le centre est magnifique. Et puis, le contrôle est un peu raté. L'adversaire revient. Donc, c'est une succession de mauvais choix qui fait que finalement, ils n'ont pas trouvé l'ouverture, ce qu'a réussi Saint-Gall. Oui, quand je parlais de manque réaliste, c'est vrai, des mauvais choix, mais presque trop collectif. On connaît Stevanovic, lui qui préfère faire briller les copains. Et puis on a vu sur la première occasion de deuxième mi-temps, Konya a eu le même réflexe. Il a voulu encore, alors qu'il avait la possibilité de frapper. Pour moi, la plus grosse occasion, c'est celle de Rodelin. C'est un ballon, c'est impossible. Qu'est-ce que tu vas faire en contrôle à 8 mètres des goals? Elle vient d'une façon idéale.
idéal. Et c'est ce qui a manqué à Servette, c'est d'avoir un vrai attaquant qui, dans les 16 mètres, qui a cet esprit tueur. Bon. Et c'est pour ça que Servette, aujourd'hui, on les retrouve qu'avec 41 points et 7e au classement. Ouais, vous avez parlé des occasions manquées. Il y en a un qui a raté une occasion immense, un somptueux coup franc. On l'écoute, c'est Castriotti-Méry. Castriotti-Méry, défaite face à Saint-Gall 0-2. J'ai envie de dire que Servette a un peu laissé passer sa chance ce soir. Ouais, c'est possible. On a tout donné en tout cas. Je pense que ça s'est vu aujourd'hui. On a eu nos occasions, on n'a pas réussi à les mettre au fond. Ce qui a fait Saint-Gall très bien, à marquer ces 2-3 occasions qu'ils ont eues. Et peut-être c'est une chose qu'on a laissé passer, mais on a fait le maximum. Votre coup franc, parlez-nous de ce coup franc magnifique. Il manque 10 cm pour signer le 1-0. Comme vous l'avez dit, il manque 10 cm pour signer le 1-0. Le but, la balle n'est pas dedans. La prochaine fois, je travaillerai plus pendant la semaine pour le mettre au fond. Votre avenir, Castriotti-Méry, on parle beaucoup de l'Eintracht Francfort. Vous voulez encore rester à Servette ou maintenant c'est le moment de partir? Il me reste encore 3-4 matchs pour finir la saison. Et ensuite, ce qui viendra en fin de saison, c'est après. Aujourd'hui, je me concentre vraiment avec le Servette pour finir au moins cette saison en beauté. Voilà, de toute façon, c'est bien essayé Laurent Gorgera, mais c'est pas à ce moment-là que Castriotti-Méry allait nous donner une réponse. Par contre, ce qu'il a dit, et c'est intéressant, on le disait à la pause, hein, le nombre d'heures qu'il passe ses coups francs, il les tire, il les retire, et on voit aussi l'évolution dans la manière de tirer. Forcément, quand on a cette qualité de frappe, c'est qu'on a travaillé des heures et des heures, on a répété les gestes. Mais bon, c'est valable pour les coups francs, c'est aussi valable pour la réception des centres ou pour la qualité de frappe. Donc c'est clair que c'est de la répétition. Et là, ce travail, il paye actuellement. Alors, il n'a pas payé aujourd'hui parce que la balle s'échoue sur la barre. Mais oui, cette qualité de frappe-là, elle est rare. Personnellement, je n'arrivais pas à frapper comme ça. J'aurais envoyé au 7e étage. Donc, il a vraiment ça en plus que les autres. Et ça, c'est une qualité quand même... Et il doit le travailler, ça doit être un plaisir, l'entraînement. Je pense qu'avant ou après, surtout après l'entraînement, il doit rester, poser une vingtaine de ballons et puis allez, le 3e gardien, mets-toi dans la cage et puis répéter voilà. ses gammes. Mais oui, il n'y a que le travail et répétition qu'on peut progresser. Bien, je vous propose maintenant une réaction d'un joueur Saint-Gaulois, toujours au micro de Laurent Gorgera. Jordi Quintilla, ça n'a pas été facile, mais Saint-Gall grappille une victoire de plus. Ouais, ici, c'est jamais facile. On sait qu'ils aiment jouer. Ils ont des très bons joueurs, très techniques aussi. Ils jouent très bien en ballon. Mais je pense qu'on a très bien joué quand même. On a envie de dire qu'il y a vraiment tout qui vous réussit. Hein. Vous gagnez ici, vous jouez sur les 2 tableaux. Maintenant, vous vous rapprochez finalement de cette 3e place avant la finale de coupe. Ouais, pour nous, c'est très important de s'entraîner très bien chaque jour, de venir chaque matin et être content de pouvoir s'entraîner ensemble. Et ça se voit après sur le terrain et on va continuer à faire ça jusqu'à la fin. Ce FC Saint-Gall est métamorphosé, c'est grâce à votre retour. Ah, merci beaucoup. On a signé aussi des très bons joueurs. Je peux vous dire tout le monde, mais il y en a beaucoup. Tout le monde aide. On est en équipe, ça c'est un sport d'équipe, le foot. Et voilà, on est très contents. Et nous aussi, on est très contents pour Jordi Quintilla. On va récapituler les scores de cette soirée avec donc le match nul du Cornare dont Lugano et Getse. C'est la victoire de Saint-Gall à Genève. Demain, Sion IB, Bâle, Zurich et le déplacement périlleux du LS à Lucerne. Ce soir, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e du classement jouait. Lugano pouvait revenir à 1 point d'IB, mais aussi se faire dépasser par Saint-Gall selon les événements. Et bien regardez ce qui se passe. C'est Saint-Gall qui passe devant les Tessinois. Saint-Gall est désormais 4e. Lugano descend à la 5e place, Servette 6e, Getse 7e devant Sion, Lucerne et Lausanne. On joue aussi en Challenge League ce week-end, mais surtout hier avec le match au sommet entre Winterthur et Schaffhouse. Avant le coup d'envoi, les Zurichois avaient 1 point d'avance sur leur adversaire. C'est Nicolas Menekre qui a suivi cette rencontre pour vous. Il y avait du monde et de l'enthousiasme hier à la Schützenwiese. 9000 spectateurs, record de la saison en 2e division. Et ces spectateurs ont-ils connu à l'heure de jeu un tournant de la saison de Challenge League? La question mérite d'être posée. Schaffhouse menait 1-0 lorsque lancé à toute vitesse vers le but adverse, Georgiev a été signalé en position de hors-jeu. À tort, comme l'ont prouvé les images. À ce moment-là, grâce à leur avantage, les Schaffhousois prenaient la tête du classement.
Et moins de 40 secondes après cette scène, le ciel leur tombait sur la tête. Monsieur Fendrich signalait un pénalty pour Winterthur, inexistant pour certains, généreux pour d'autres, en aucun cas clair et net. Au terme d'une action où à l'origine Alves s'était appuyé sur son adversaire sans que l'arbitre ne réagisse. Cela fait beaucoup pour les joueurs de Martin Andermatt, un entraîneur pour qui la pilule est dure à avaler. Si on regarde après le match les situations, c'était un peu bizarre. Si on a pris le penalty, autrement on pouvait déjà conclure, mais c'était pas offside. Mais le premier mi-temps, on avait aussi les occasions pour faire. Évidemment, Roman Bues a transformé le penalty, le deuxième et dernier but de cette partie. Il répondait alors à l'ouverture du score d'Agustín González, tombé dès la 9e minute. La frappe de l'Uruguayen est franche et précise. Le meilleur buteur du championnat, Ardaïs, a lui manqué en contre l'occasion de doubler la mise. Et ensuite, le leader s'est remis de son début de rencontre difficile. L'Écaille et Bues ont trouvé en Roberto leur maître à la 38e minute. Puis, juste au retour des vestiaires, El Taïef, quel sauvetage de Krasniki et Guelmi ont manqué de nouvelles occasions. L'expulsion de Michael Gonçalves pour 2 avertissements en fin de match n'a plus rien changé. Winterthur garde la tête et son entraîneur Alexander Frey peut parfaitement vivre avec ce point. Je trouve qu'on était bien, même après le 1-0, je sais que normalement Schaffhouse doit faire le 2-0. Il faut des fois aussi avoir de la chance. Après, je crois qu'on était l'équipe qui a fait plus pour le jeu, plus pour le match. Et je crois qu'on mérite aussi le 1 partout. Peut-être avec un peu de chance, on pouvait gagner. Et puis maintenant, voilà, sur les 4 matchs, on a 2 matchs à domicile, 2 à l'extérieur. À nous de conclure cette saison. C'est clair que 4 journées avant la fin, c'est ridicule de parler qu'on regarde chaque match. Maintenant, c'est clair, on veut rester dans les premiers 2. Ouais, on reviendra sur ce calendrier abordé par Alex Frey. Gabet, vous vouliez revenir sur les images. Schaffhouse lésé sur ce... Oui, sur les images. En du reste, moi j'ai regardé le match en direct, je ne voulais pas manquer. C'était un match assez engagé, beaucoup de rythme. J'entends c'était un bon match de Challenge League avec une équipe surprise qui est Schaffhouse, que personne n'attendait si haut. Et puis, c'est vrai que je crois que les images ont été claires. Hein, donc, à 1-0, Georgiev qui est vraiment un bon renfort, hein, qui a peu de temps de jeu de Getse, il arrive là-bas et il fait la différence. Et là, il est parti, il n'était pas en position de jeu. Et le penalty, là, je ne suis pas convaincu de la bonne décision de M. Fendrich. Ouais, des décisions qui peuvent peser lourd au terme de la saison. Alex Frey a parlé du calendrier. Alors, nous, on a regardé les 4 dernières journées. Hein. A priori, le calendrier le plus facile, c'est celui de Winterthur. Et il y aura surtout un match entre Haro et Schaffhouse à l'avant-dernière journée qui risque d'être très, très important. Oui, mais c'est pas à Schaffhouse? C'est à Schaffhouse, oui, absolument. Oui, parce que je m'en souviens, du reste, c'était le retour de Schaffhouse. Schaffhouse avait été créé, la surprise, ils avaient gagné 4-3 du côté de Brugg-Liefeld. C'est pour ça que je me suis permis de poser la question. Absolument. Il y a un point entre Winterthur leader, Schaffhouse et Haro actuellement. On fait aussi le point sur les remonts avec Xamax qui jouait hier contre Haro à la Maladière. Après avoir perdu contre Vaduz 4e, le club de la Madère a aussi perdu contre le 3e du classement. Haro devait absolument s'imposer pour pouvoir rester au contact des 2 premières places. C'est chose faite, victoire 3-0 des Argoviens. Il y avait Yverdon aussi qui allait à Ville. Ça, c'était ce soir. Les Vaudois ont fait 2-2 avec notamment un joli exploit d'Eberhardt pour le 2-1. Et puis, la surprise de cette journée, c'est la défaite de Stade Lausanne-Ouchy. Stade Lausanne-Ouchy qui se rendait à Kriens. C'est Stade Lausanne-Ouchy qui avait ouvert le score par Camber, mais le Slow s'est fait rejoindre avant de se faire dépasser. 3e victoire de la saison pour la Lanterne Rouge. Oui, c'est pas vraiment la bonne méthode, la bonne période, pardon, pour les romans, hein, quand on regarde. Que ce soit en haut ou en bas, hein, on est bien d'accord. En Challenge League. Alors c'est vrai que là en Challenge League, les équipes romandes n'ont plus grand-chose à espérer. C'est un petit peu du remplissage à mon sens.
Mais bon, ça fait toujours un petit peu tâche de perdre contre la Lanterne Rouge. Ouais, ça coûte du synthétique, je connais la... Non, c'est vrai que bon, ils ont abandonné. C'est vrai qu'il n'y a plus aucun espoir. C'est vrai que c'est du remplissage. Allez, on regarde juste les résultats et le classement. On commence évidemment avec les scores. On l'a vu, la défaite de Xamax, le nul entre Winterthur et Schaffhouse, la victoire 2-1 de Kriens, le carton de Thun contre Vaduz, ça on n'en avait pas parlé, puis le 2-2 entre Ville et Yverdon. Ça, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Regardez comme c'est serré en haut, 57, 56, 56 entre Winterthur, Schaffhouse et Haro. Le reste semble plus ou moins OK pour le moment. On le savait depuis longtemps. Kriens est d'ores et déjà relégué. Allez, je vous propose une petite sélection de ce qui vous attend demain avec donc le match de 12h30 en Italie entre la Juventus et Venise, Lanterne Rouge de Serie A, ça c'est avec les spaghettis bolognaises. Ensuite, il y a la Bricotine pour digérer le Sion IB, puis il y a les Leckerli pour le goûter avec Lucerne-Lausanne. Ne ratez pas non plus match après match à 20h avec Sandy Mendley qui passe nous voir. C'est juste avant le match de Liga de 21h. Il y a notamment le Real qui a gagné sa 35e Liga dans l'après-midi. Puis il y a aussi la patrouille des glaciers dès demain à 7h. Messieurs, vous avez prévu quoi? Les skis, les pâtes, le digestif? Rien du tout? La patrouille des glaciers, et puis pour rester dans le Valais, moi je serai à Tourbillon. Magnifique. Vous mettez donc le réveil. Moi je serai présent sur ce plateau. Magnifique. Super. Eh bien, je vous remercie infiniment d'avoir passé cette soirée en ma compagnie. C'était un plaisir. Merci pour toutes vos analyses et tout ce qui s'en est suivi. Merci évidemment à vous pour votre fidélité. Vous êtes là à chaque fois, chaque jour, parce que le foot ne s'arrête jamais sur Blue. Très bon week-end, très bon dimanche à toutes et à tous. Ciao.